Bienvenue, je suis donc Lionel Mignot, je suis responsable du service culture des BU. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle conférence de notre cycle de questions de société qui va interroger sur la possibilité ou non de juger des chefs d'État pour des crimes internationaux. Pour y répondre aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Philippe Gay, qui est professeur de droit public à l'Université Jean-Moulin III, notamment spécialiste de la responsabilité pénale des chefs d'État. Vous avez publié récemment Peut-on juger Poutine aux éditions Albin Michel. Et voilà, je vous passe la parole. Et puis un temps d'échange est prévu à la suite de la conférence. Merci, bonne conférence. Donc c'est souhaitable, c'est possible. Donc effectivement, Monsieur Mignot disait que mon dernier livre donc s'intitule Peut-on juger Poutine, tout simplement parce que je travaille, mais avec d'autres, partout dans le monde, à l'établissement d'une juridiction pénale spéciale pour pouvoir juger notamment Vladimir Poutine. Il a fallu un petit peu simplifier pour le livre et puis pour le grand public, mais en réalité pour les responsables de l'attaque menée contre l'Ukraine depuis 2022. Et tout à l'heure, il y aura un petit temps d'échange ensemble, donc vous pourrez évidemment me poser des questions. Et ce que je dis sur Vladimir Poutine est valable pour d'autres chefs d'État. Et je vous expliquerai aussi pourquoi il faut le juger lui si on veut pouvoir juger les autres. Mais ça, c'est un petit peu l'objet de mon livre. Donc, pour commencer, juste quelques mots sur le sujet. Parce qu'alors, juger, ça veut dire quand même deux choses. Juger, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en 1943, Winston Churchill appelait à fusiller tous les chefs nazis pour les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et encore en 1943, je crois qu'on n'avait pas encore, et ce n'était pas terminé, on n'avait pas idée de l'ampleur des victimes, notamment de la Shoah. Donc il appelait à fusiller tous les chefs nazis, et ensuite il a changé d'avis. Et il a participé activement à l'établissement du tribunal de Nuremberg. En tout cas, il a fait en sorte que ce tribunal de Nuremberg et ces procès de Nuremberg puissent avoir lieu. Donc, je vais vous poser une question, mais ceux qui ont lu mon livre savent peut-être que moi-même, je me la suis posée. Est-ce que vous avez déjà pensé, alors je ne sais pas si vous pensez à un chef d'État en particulier, quand vous êtes venu à cette conférence, est-ce que vous pensez juger un chef d'État en particulier ou est-ce que vous êtes juste intéressé par le sujet ? Plutôt Vladimir Poutine, d'autres ? Oui, il y en a qui disent Vladimir Poutine, ok. D'autres peut-être. Alors, ce qu'il faut que je vous avoue, et peut-être que vous y avez pensé, c'est que, eh bien, souvent, quand se pose la question de la responsabilité d'un chef d'État, beaucoup se demandent s'il ne faudrait pas le tuer. Exactement comme Winston Churchill le demandait en 1943. Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé ce travail sur la responsabilité de Vladimir Poutine, beaucoup me disent non, mais il suffit de le tuer. Il suffit de l'éliminer. Et je vous avoue, comme je l'ai déjà dit dans mon livre de toute façon, que j'y ai pensé aussi. J'ai un petit peu eu cette tentation, alors une demi-seconde, peut-être une demi-seconde de trop, mais pendant une demi-seconde, je me suis dit qu'après tout, ce serait bien plus simple de l'éliminer. Mais heureusement, il y a le droit et il y a effectivement un droit à la légitime défense lorsque un crime, notamment le crime d'agression, est commis. Mais ce droit à la légitime défense n'implique pas de pouvoir éliminer notamment le chef d'État adverse. Les chefs d'État sont protégés en droit international. Il y a tout un statut qui les protège, alors pas seulement des poursuites pénales, mais un statut qui les protège physiquement, eux et leurs familles. Donc il y a des conventions qui ont été signées, il y a des coutumes également pour protéger les chefs d'État étrangers. Alors c'est à la fois de la courtoisie, mais c'est aussi de la réciprocité. C'est pour éviter que on puisse éliminer un chef d'État et qu'ensuite notre propre chef d'État soit éliminé, évidemment. Mais donc, il y a une protection des chefs d'État. Et également, donc, juger, ça veut dire établir la responsabilité d'une personne. Et je dois vous dire que la dernière fois que j'avais parlé de ce sujet, mais je crois que j'en ai parlé pendant la nuit du droit, la dernière fois que j'ai parlé de ce sujet, c'était à Kiev. Donc en août dernier, il y a eu une grande conférence à Kiev à l'initiative de la présidence ukrainienne. C'était dans le grand théâtre de Zelensky. Donc il y a un théâtre privé qui est très très beau. D'ailleurs, on voit tout Kiev. Il y avait eu des bombardements le matin. Et donc on m'avait demandé d'expliquer à la population ukrainienne quelles seraient les conditions dans lesquelles pourrait être jugé Vladimir Poutine. Et c'est vrai que ces bombardements
avait été quand même assez violent. Puis je pensais à cette population qui avait des bombardements régulièrement et qui, pendant les quelques jours, pendant mon séjour dans ce pays en guerre, m'expliquait qu'ils perdaient chaque jour des personnes qu'ils connaissaient. Et donc, il me fallait leur expliquer qu'ils seraient jugés, mais surtout qu'ils seraient présumés innocents. Parce que appeler à juger Vladimir Poutine ou un chef d'État, c'est appeler à le juger, pas appeler à le condamner. Donc, ce que je leur expliquais, et ça me semblait très difficile, c'est qu'il était présumé innocent et qu'il bénéficierait évidemment de toutes les garanties du procès pénal. Donc, juger un chef d'État, appeler à juger des chefs d'État comme je le fais régulièrement, ça n'est pas appeler à le condamner. C'est appeler à ce qu'il comparaisse devant des juges et qu'il bénéficie de toutes les garanties du procès pénal. Et ça, c'est vraiment très important. Et je dois vous dire quand même que les habitants de Kiev m'ont vraiment surpris. Alors, le théâtre était rempli, il y avait des personnes de tous les âges, de toutes les conditions. Et à la fin, donc déjà, ils ont eu l'air d'avoir compris, mais ils faisaient la queue pour me faire des hugs, vous savez, pour me serrer dans leurs bras. Et j'ai trouvé ça très émouvant, mais pour vous dire tellement ils avaient été sensibles à ce discours et tellement ils comprenaient que effectivement, appeler à juger Vladimir Poutine ou appeler à juger un chef d'État, c'est appeler à établir sa responsabilité. Donc ça veut dire que si Vladimir Poutine est jugé, si un chef d'État est jugé, il peut se défendre. Si je prends le cas de Vladimir Poutine, oui, le crime d'agression semble établi, le fait semble établi. Il y a eu un acte d'agression qui a été constaté par l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous expliquerai après ce que c'est. Donc le crime lui-même semble établi. Mais est-ce que Vladimir Poutine est vraiment coupable ? Ce sera un lapsus. Ce sera à un tribunal de le dire. Ça veut dire que Vladimir Poutine pourra dire qu'on lui a menti, qu'il a eu des rapports frauduleux, que ses services secrets lui ont dit qu'il y avait vraiment un génocide commis en Ukraine, qu'il était persuadé qu'il allait sauver la population ukrainienne. Il faudra qu'il l'établisse, bien sûr, mais en tout cas, ce sera alors plutôt à l'anglo-saxonne un procès sur les preuves, mais il y aura des échanges de preuves, et donc il pourra effectivement essayer de se défendre, et peut-être même pourra-t-il être acquitté. Je pense à un chef d'État africain qui a été acquitté récemment par la Cour pénale internationale. Je ne donne pas son nom parce qu'il a été acquitté. Et ce chef d'État, eh bien, lorsqu'il a été acquitté, beaucoup ont écrit, y compris certains de mes collègues, que c'était une faillite de la justice internationale. Moi, j'ai vu une victoire. Parce que si un chef d'État peut être acquitté, alors c'est qu'il est vraiment jugé. Donc, ce n'est pas appelé, encore une fois, à le condamner, mais à le juger. Alors, en revanche, un chef d'État, c'est toujours très complexe. D'abord parce que, évidemment, la fonction de chef d'État, c'est d'incarner son pays, de l'incarner humainement. L'État, c'est le chef d'État. Je ne veux pas faire du Louis XIV, l'État, c'est moi, mais c'est vrai qu'un chef d'État incarne un État. Donc, en s'en prenant à un chef d'État, on s'en prend à la fois au pays, mais aussi à ses institutions, à sa politique. Et donc, cela pose un certain nombre de difficultés. Mais s'en prendre à un chef d'État pose une autre question que je vais vous résumer par ce que m'a dit une victime un jour. C'est la victime à laquelle j'écris dans le livre, pour ceux qui l'ont lu. Donc cette victime ukrainienne m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit, mais pourquoi ? Alors, peut-être que je vais expliquer. Cette victime, c'est une maman dont la petite fille a subi l'horreur absolue. Et donc, cette maman m'a dit, mais pourquoi faudrait-il juger Vladimir Poutine ? Ce n'est pas lui qui est rentré dans ma maison. Ce n'est pas le chef de l'État qui est rentré, qui s'est servi de son corps, de ses mots, de ses mains, pour détruire ma petite fille. Donc pourquoi jugerait-on le chef d'État ? Donc vous comprenez, il y a à la fois des questions juridiques qui se posent. Pourquoi juger un chef d'État, celui qui incarne l'État ? Mais se posent aussi des questions humaines. Pourquoi juger celui qui a, et là je vais reprendre un terme qui a été qui vient du procès Papon, d'un avocat au procès Papon qui a dit mais c'est un crime de bureau. Pourquoi aller juger celui qui a commis un crime dans son bureau par une signature, un ordre qu'il a donné ou une impulsion politique? Pourquoi aller le juger comme ces soldats qui eux-mêmes vont tuer, violer, torturer, etc. Dans le cadre d'une guerre? C'est une question qui se pose aussi. Donc juger un chef d'État, c'est effectivement déjà pas forcément le condamner, mais au moins mettre en cause sa responsabilité, et cela pose des questions à la fois juridiques et à la fois humaines. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que à cette victime, je lui ai répondu.
Alors, je lui ai répondu un petit peu en prof de droit au départ. Et j'en ai un peu honte, d'ailleurs. Au départ, je lui ai répondu sur la justice. À quoi servait la justice? La justice pour les victimes, le droit à la vérité, pour la société, pour la mémoire, pour la réconciliation même. Donc j'ai fait un très beau discours, mais je pense qu'il n'était pas du tout adapté et je vous laisserai découvrir parce que je veux pas rentrer dans l'émotion, etc. Parce que là, on va répondre aussi à la question précise, mais dans le livre, je lui réponds et petit à petit, elle et moi, nous trouvons pourquoi il faut juger ce chef d'État et à quoi ça sert humainement. Maintenant, d'un point de vue juridique, c'est vrai qu'on peut répondre en prof de droit. Je vais le faire maintenant, mais après, je répondrai à vos questions. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit état général du droit, mais de manière un peu vivante. Hein. Il est 18h, un peu plus de 18h. Donc, je vais essayer de prendre des petites histoires, des petites anecdotes, comme je fais dans le livre. Parce que dans le livre, en fait, c'est une mise en récit du droit. Pour que, à travers des histoires vraies, on puisse comprendre un petit peu l'esprit du droit. Et ensuite, je répondrai à vos questions, si vous le voulez, sur d'autres cas. J'axe un peu sur Vladimir Poutine, mais pas seulement. J'ai d'autres cas à vous donner. Et puis, n'hésitez pas, vous, à me soumettre d'autres questions à la fin, si vous le voulez bien. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord d'expliquer un petit peu, de répondre à la question de manière un peu théorique, mais avec des exemples concrets. Et ensuite, on approfondit. Comme je suis quand même professeur de droit, je dois dire qu'à part le livre, qui est un peu grand public, j'ai quand même des articles pour ceux qui travailleraient sur le sujet. Il y a peut-être des étudiants ou étudiantes parmi vous qui travaillent sur le sujet. J'ai des articles plus scientifiques, soit dans des revues, soit des chapitres d'ouvrages auxquels je vous renvoie, si vous voulez vraiment des précisions par rapport à ce que je vais dire, qui est un petit peu général. Alors, en tant que professeur de droit, on peut répondre. Est-ce que juger un chef d'État, c'est possible? Alors, pour répondre, on le fait de deux manières. On va dire... c'est pas possible en droit national parce que les juridictions nationales sont empêchées de juger les chefs d'État. C'est ce que je vais développer un petit peu. Et ensuite, on pourrait dire, c'est pour ça qu'a été créée la justice pénale internationale. C'est précisément pour lutter contre l'impunité des plus grands criminels. Alors, plus grands criminels, soit parce que, en raison de la quantité et de l'ampleur du crime commis, soit en raison de leur statut. Donc, on pourrait répondre facilement, c'est pas possible en droit national, mais justement, on peut en droit international, et je vous expliquerai un petit peu plus clairement. Alors, je commence par la première partie de la réponse. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de juger, il est même impossible, de juger un chef d'État en droit national. Donc, deux temps, parce que je reste juriste quand même. D'abord, les juridictions nationales seraient compétentes, théoriquement, pour juger des crimes internationaux. En fait, une juridiction nationale de n'importe quel pays, si sa loi le permet, peut juger un crime international. Alors, je fais de la petite... Je ne sais pas très bien d'où vous venez, de quelle matière, mais un petit peu de droit pénal de base. Il y a 3 formes de compétences plus une. Il y a 3 possibilités pour les juridictions nationales pour juger une personne. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va imaginer que Vladimir Poutine, je le prends lui parce que c'est celui sur lequel je travaille, mais encore une fois, vous remplacez par le nom que vous voulez. Imaginons que Vladimir Poutine soit un simple soldat. Ce soit un soldat russe qui a torturé pendant la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Donc on va imaginer que c'est un simple soldat. Ça n'est pas un chef d'État. Donc c'est un simple soldat accusé d'un crime international qui est puni par les conventions internationales. Il y a une convention contre la torture qui prévoit qu'il faut extrader ou punir ce crime-là. C'est un crime international, d'accord? Donc prenons ce cas-là. Alors le simple soldat Vladimir Poutine, il pourrait être jugé d'abord au nom de ce qu'on appelle la compétence territoriale. Donc la compétence territoriale, c'est la compétence de l'État dans lequel a été commis le crime. Donc là, vous devinez, ce serait d'abord, en premier lieu, qui est compétent, enfin à votre avis, quelles sont les juridictions compétentes pour juger le simple soldat Vladimir Poutine? C'est l'Ukraine. Donc effectivement, c'est l'Ukraine qui, en premier lieu, est compétente pour juger les crimes internationaux commis dans le cadre de cette guerre. Encore une fois, vous pouvez remplacer par d'autres pays, hein. Je prends ce cas-là. Donc, mais cela pose un problème. Alors, pour l'Ukraine en particulier. Pour l'Ukraine, la justice est en place et donc finalement, elle va assez vite. Les premiers procès de simples soldats
qui s'appelle pas Vladimir Poutine, mais les procès de simples soldats ont déjà commencé dès mai 2022. La déclaration de guerre, c'est le 24 février 2022, et dès mai, on avait les premiers procès de soldats russes en Ukraine pour donc des crimes de guerre notamment. Et ces premiers procès se sont déroulés sous les auspices, enfin sous le contrôle, notamment de l'Union européenne et d'organismes en lien avec le Conseil de l'Europe. Donc, les Ukrainiens avaient vraiment à cœur de montrer que c'était des procès qui se déroulaient selon justement les règles du procès pénal et conformément aux garanties justement que l'on doit accorder notamment aux personnes jugées. Alors, le problème, c'est que et ça, c'est un magistrat qui me l'a dit en Ukraine et il avait raison. Le problème, c'est que c'est un pays en guerre. Et donc, ce magistrat qui a jugé, qui s'est trouvé dans une juridiction de jugement, qui a jugé un soldat ayant donc abattu un civil en lui tirant dans la tête, ce qu'il m'a expliqué, c'est que au cours du procès, il a perdu sa petite nièce de 5 ans. Et me disait-il, comment est-ce qu'on fait pour respecter l'impartialité de la justice dans ces conditions-là ? Lui, évidemment, qu'il pensait à sa nièce, il y avait des bombardements, il y avait des alertes pendant le procès. Et donc la question qui se posait, c'est pendant une audition de témoin, est-ce qu'on arrête le procès parce qu'il y a une alerte? Alors c'est vrai que les Ukrainiens vont de moins en moins aux abris, ils s'habituent finalement aux alertes, mais est-ce qu'ils doivent interrompre le procès? Est-ce qu'on reprend là où on s'en est laissé? Est-ce qu'il faut reprendre l'audition complètement? Enfin, il y a des questions pratiques qui se posent et des questions éthiques qui se posent lorsqu'on juge dans un pays en guerre. Donc le simple soldat Poutine pourrait être jugé en Ukraine, ça a été fait, les verdicts ont été jugés assez cléments, les premiers verdicts, par les observateurs. Je pense en particulier à ce soldat qui avait lui aussi tiré sur un civil. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est le tout premier soldat à avoir été jugé. Il était très jeune, il avait 17 ans et il a abattu un cycliste qui sortait son téléphone portable donc dans la rue, et il l'a abattu sur ordre de son officier. Il l'a tué et son officier lui a dit que c'était sûrement qu'il était en train d'alerter les Ukrainiens et que donc il fallait abattre ce civil. Ce soldat a bénéficié de la clémence, d'abord parce qu'il avait reçu un ordre et ensuite parce qu'il était très jeune et qu'il semblait assez désorienté. Donc il a quand même bénéficié des circonstances atténuantes, on lui a reconnu des circonstances atténuantes, surtout que son officier, lui, avait fait l'objet d'un échange de prisonniers. Donc lui-même se retrouvait dans le box des accusés et finalement on avait l'impression que le vrai coupable, mais c'est la même question que me posait la victime, qui est le vrai coupable là-dedans, n'était pas là. Il était lui en Russie puisqu'il avait bénéficié de cet échange de prisonniers. Donc le simple soldat Vladimir Poutine pourrait être jugé en Ukraine, c'est vrai, mais c'est un pays en guerre, donc se pose toujours la question des garanties du procès pénal. Donc la première compétence, ce sont les juridictions ukrainiennes. Ensuite, le simple soldat Poutine, accusé de torture, pourrait être jugé au nom de ce qu'on appelle la compétence personnelle active, c'est-à-dire qu'il pourrait être jugé, alors ceux qui font du droit, par la Russie. Voilà. Les deuxièmes juridictions compétentes sont les juridictions russes, puisque c'est un citoyen de nationalité russe et donc ce seraient les juridictions russes qui pourraient juger le simple soldat Poutine. Alors le problème, c'est que là encore, le Conseil de l'Europe, dont la Russie a été exclue, mais l'Union européenne, d'autres organisations déplorent les conditions dans lesquelles actuellement, enfin l'évolution de la justice russe, qui, alors contrairement justement à la justice ukrainienne qui juge des soldats ukrainiens, même si ça n'est peut-être pas assez, mais elle juge quand même des soldats ukrainiens. On n'a que des soldats ukrainiens qui sont jugés devant la justice russe et le procès, notamment du bataillon Azov, est quand même assez préoccupant du point de vue des garanties du procès pénal. Donc on ne serait pas sûr que ce soldat serait jugé en Russie. Ça n'a pas l'air d'être le cas actuellement. Et puis on n'est pas sûr non plus que ce serait très impartial et indépendant. Alors, il reste encore une compétence traditionnelle. Cette compétence-là, c'est la compétence, donc cette fois-ci personnelle passive, c'est la nationalité de la victime. Et là, les nationalités de la victime peuvent être nombreuses. Ça peut être une nationalité ukrainienne,
Mais ça pourrait très bien être, vous savez qu'on a perdu il y a 15 jours encore 2 Français, 2 humanitaires. Ça peut très bien être des Français, des Polonais, des Américains. Enfin, il y a beaucoup de nationalités en Ukraine. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de juridictions qui pourraient être compétentes pour juger le soldat Poutine, accusé de torture. Donc il pourrait être jugé pour cela. Le problème, c'est évidemment les preuves. Parce que quand on juge dans un autre pays, eh bien, il faut avoir accès aux preuves, aux témoins, etc. Alors, il y a une centralisation des preuves concernant l'Ukraine qui n'a pas lieu dans tous les conflits. Donc, pour l'Ukraine, il y a une centralisation des preuves, il y a une vraie coopération internationale et on n'a jamais eu autant de preuves. L'intelligence artificielle est utilisée pour essayer de relier les preuves aux auteurs, etc., avec une décision humaine à la fin. Mais bon, c'est un déploiement de moyens sans précédent. Dans les autres conflits, c'est quand même plus complexe. Donc ça, ce sont les 3 formes de compétences traditionnelles. Mais il s'en ajoute une qui est la compétence universelle. Cette compétence universelle est possible pour certains crimes internationaux. Il y a des conventions ou des coutumes qui obligent les États soit à juger, soit à poursuivre. Et donc, même s'il n'y a pas de lien entre la victime, l'auteur, le territoire concernant le crime. Donc cette compétence universelle aussi pourrait permettre, par exemple à la France, de juger le soldat Poutine qui aurait commis des faits sur une personne d'une autre nationalité. Ce serait également possible. Voilà donc toutes ces possibilités pour le simple soldat Poutine. Sauf que Poutine ou les autres chefs d'État ne sont pas des simples soldats. Et donc pour les chefs d'État se posent bien sûr d'autres questions. Alors la compétence universelle a par exemple été utilisée pour arrêter un général, un ancien général chilien, qui était aussi un ancien chef d'État chilien à Londres, ça vous parle? Le général Pinochet a été arrêté au nom de la compétence universelle au départ, sur demande d'un juge espagnol qui demandait l'extradition du général Pinochet pour des crimes de torture commis sur ses opposants lorsqu'il était chef d'État. Donc ça s'est vu, si vous voulez. On a déjà arrêté des chefs d'État ou des responsables gouvernementaux pour notamment compétences universelles, au nom de la compétence universelle. On l'a fait également pour des ministres. Il y a un ministre en exercice qui s'appelle Monsieur Yerodia, qui a été arrêté en Belgique. Il était du Congo, il était en exercice, il a été arrêté en Belgique au nom de la compétence universelle pour des crimes internationaux commis, qui lui étaient reprochés. Voilà, donc ça paraît possible, mais même s'il y a des juges qui ont admis, la Chambre des Lords l'a admis, un juge belge l'a admis, qu'on a admis qu'on puisse juger un chef d'État ou un ministre en exercice pour des crimes internationaux, eh bien la Cour internationale de justice, qui en 2002 s'est prononcée sur ce type de fait, a estimé que un chef d'État, un chef de gouvernement, un ministre des Affaires étrangères au moins, ne pouvait pas être mis en cause devant une juridiction étrangère pour des crimes commis durant son mandat, dans le cadre de ses fonctions. Alors, le problème qui se posait, c'était, mais est-ce que cela est valable lorsque le crime qui est reproché à ce dirigeant est un crime international? Est-ce qu'on peut admettre que cela fait partie des fonctions d'un chef d'État que de torturer, par exemple? Est-ce qu'on peut admettre qu'il se serve des moyens de l'État? Parce qu'un chef d'État a à sa disposition un appareil étatique. Est-ce qu'on peut admettre qu'il se serve de cet appareil étatique pour torturer, commettre un crime contre l'humanité, de génocide, un crime de guerre? Est-ce qu'on peut admettre cela? Alors, certains juges ont répondu non, mais la Cour internationale de justice a répondu oui. On peut considérer que le crime international fait partie des fonctions du chef d'État, est commis dans l'exercice de ses fonctions. Donc, il bénéficie de ce que l'on appelle des immunités, et notamment une immunité de juridiction qui empêche les juridictions nationales, que ce soit de l'État où a été commis le crime, des victimes, de l'auteur des faits, la compétence universelle, peu importe. Ces juridictions-là ne peuvent donc examiner les faits. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compétentes, elles sont toujours compétentes, mais elles ne peuvent pas exercer leurs compétences à l'encontre d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement, d'un ministre des Affaires étrangères, au moins. Donc, ce ne serait pas possible de juger Vladimir Poutine devant une juridiction nationale. Alors, il y a juste un petit bémol. Ce sont les juridictions russes. Peut-être pourrait-il être jugé en Russie, puisqu'effectivement, la Russie peut lever l'immunité internationale de Vladimir Poutine.
Et elle peut donc soit admettre qu'un autre État le juge, c'est pareil pour un autre chef d'État, hein, son État peut effectivement lever l'immunité, soit elle peut le juger lui-même. Bon, mais en l'état actuel du droit constitutionnel russe, tel qu'il a évolué depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, cela semble vraiment impossible en l'état actuel de ce droit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus âgés, des circonstances de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Je vois quelques étudiants à qui j'en ai déjà parlé. Mais Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir le 31 décembre 1999, dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Il a succédé à Boris Eltsine. Et le premier oukaz qu'il a pris, le premier décret de sa présidence, ça a été un décret de pardon, une espèce de super immunité, d'inviolabilité, à l'encontre donc de son prédécesseur et de sa famille, pour les protéger contre toute poursuite pénale, puisque son prédécesseur était mis en cause dans des affaires de corruption graves, enfin, qui touchaient aussi sa famille. Donc c'est pour vous dire que ce problème de la responsabilité du chef d'État, il en a pris la mesure dès le départ. Il en a pris la mesure dès le départ, puisque, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Russie avait ratifié le statut d'une cour, dont je vais reparler dans un instant, dans le deuxième point, mais qui est la Cour pénale internationale, qui permet de juger les chefs d'État pour des crimes internationaux. Et Vladimir Poutine a déclenché en 1999 la seconde guerre de Tchétchénie. Il y a eu là, il était Premier ministre à l'époque. Ensuite, il a eu donc, de nouveau la Tchétchénie, la Géorgie. Et donc, très vite, il a décidé de retirer la signature, donc déjà de ne pas ratifier le statut de la CPI et de retirer la signature de la Russie. C'était une manière aussi de se protéger contre les poursuites pénales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a tout fait, alors non seulement pour se maintenir au pouvoir, mais aussi pour accroître la protection dont il bénéficie en tant que chef d'État. Alors, sa protection, elle est quand même très importante. Il a à la fois une immunité en tant que chef d'État, donc tant qu'il reste au pouvoir, c'est une immunité vraiment absolue, de type inviolabilité, comme dans les monarchies. Donc tant qu'il reste au pouvoir, il ne peut pas être mis en cause par aucune juridiction. Il y a bien une procédure de destitution qui existe, mais elle est complexe, très longue et difficile à imaginer en ce moment où beaucoup de membres de la Douma ont été adoubés par Vladimir Poutine. Enfin, c'est presque impossible à imaginer actuellement. Alors, il a cette immunité, donc super immunité, qui est une inviolabilité en fait, en tant que chef d'État en exercice, mais aussi en tant qu'ancien chef d'État, puisque la Constitution russe lui donne aussi une inviolabilité, ça veut dire à vie, hein, une protection pénale à vie, donc en tant qu'ancien chef d'État, sans compter qu'en tant qu'ancien chef d'État, il a prévu, hein, dans la dernière révision constitutionnelle de 2020, qu'il deviendrait sénateur à vie. Donc, sénateur à vie, cela lui permet encore d'avoir une immunité. Donc, autant dire qu'il est très protégé contre les poursuites pénales en l'état actuel du droit. Et je disais, il fait tout en plus pour se maintenir au pouvoir. Vous savez peut-être qu'il a échangé avec Medvedev sa position de Premier ministre et de président pour pouvoir se maintenir au pouvoir et contourner l'interdiction de faire plus de 2 mandats successifs. Et en 2020, il a fait réviser la Constitution. Alors, il va falloir suivre. Il a fait réviser la Constitution pour empêcher qu'on puisse, cette fois-ci, non plus faire plus de 2 mandats consécutifs, mais faire plus de 2 mandats, comme en France. Alors vous me direz, c'est très bien, du coup il peut arrêter d'être président. Ben non, sauf pour celui qui a déjà été président. Donc finalement, il pourra rester, grâce à ça, enfin Medvedev ou lui, pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036. Vous savez que les élections ont lieu le mois prochain. Le dernier candidat qui était contre lui vient de voir sa candidature invalidée par la commission électorale. Donc, autant dire qu'il y a très peu de suspense sur le fait qu'il devrait être réélu. Sauf surprise, hein, il peut toujours y avoir des surprises en Russie. Mais en tout cas, il est protégé en Russie pour l'instant contre les poursuites pénales. Voilà. Donc, le chef d'État russe ne peut pas être poursuivi par des juridictions nationales en l'état actuel du droit, en l'état actuel de la situation. Donc, s'il est en vie à la fin du conflit, il reste quand même des possibilités. Cette possibilité, c'est justement pour cela qu'on a créé la justice pénale internationale. Donc, c'est de le juger devant une juridiction pénale internationale.
Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en fait, l'idée de juger des chefs d'État n'est pas nouvelle. En France, d'ailleurs, on est un peu spécialiste du jugement des chefs d'État. Je ne parle pas de Louis XVI ni de Pétain, mais quand même. Et puis, les Anglais aussi, je ne sais pas s'il y a des Britanniques, mais aussi, ils savent bien juger leurs chefs d'État. Ça n'est pas nouveau, si vous voulez, de pouvoir juger des chefs d'État. La question de la responsabilité des chefs d'État en droit international n'est pas nouvelle non plus. Les Anglais voulaient juger Napoléon. En 1815, ils avaient un petit peu tout prévu, mais finalement, il y a eu un échec. C'était compliqué. Il y avait des tensions entre les différents alliés. En 1919, c'est vrai que l'ex-empereur allemand devait également être jugé, mais il s'est réfugié aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ne l'ont jamais extradé. Le tribunal était prêt. C'était un vrai tribunal des vainqueurs, une vraie justice des vainqueurs, mais le tribunal était prêt, le statut était prêt. Donc, il aurait pu, Guillaume II, être jugé en 1919. C'est Nuremberg qui est vraiment la première grande étape. Alors, on pourrait parler aussi des procès de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont exclu. Il y a eu vraiment, les Américains ont tout fait pour exclure l'empereur de la responsabilité du Japon. Donc, finalement, je vais mettre de côté. Ce qui concerne les procès de Tokyo. C'est plutôt Nuremberg qui a permis de considérer qu'il était possible que le statut d'une juridiction exclue les immunités pour notamment les chefs d'État. Et d'ailleurs, un ancien chef d'État du Reich a été jugé à Nuremberg et condamné. Donc c'est le début de la possibilité de juger en droit international. Je reprends ce qu'ont dit les rédacteurs du statut, les hommes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous faites du droit international, mais le droit international reposait sur la responsabilité des États pour des actes commis par les États. Ça veut dire que lorsqu'un acte qu'on appelait illicite, un fait illicite était commis, c'était la responsabilité des États qui était engagée. On les obligeait à réparer ce fait. Mais ce n'étaient pas les individus qui étaient mis en cause. À Nuremberg, dans le statut, a été indiqué que ce ne sont pas les États qui commettent les crimes, qui les inspirent, mais des hommes, des êtres humains. Et que donc, il fallait changer le droit international pour que ce ne soit plus seulement les États qui voient leurs responsabilités mises en cause, mais bien des individus, des hommes à l'époque. On ne parlait pas encore des femmes, mais les hommes, en tout cas, devaient voir leurs responsabilités engagées. Et donc, à Nuremberg, il a été considéré que l'on pouvait juger notamment les anciens chefs d'État et la justice pénale internationale s'est construite autour de cette idée. Alors, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine pourrait être jugé en droit international et pourquoi lui ? Pourquoi spécifiquement lui ? Tout simplement pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le chef d'État d'une des grandes puissances du Conseil de sécurité. Je vous expliquerai après pour quel crime, je le garde pour la fin, vous comprendrez pourquoi. Donc c'est c'est le chef d'État d'un des 5 grands du Conseil de sécurité. C'est l'un des 5 gendarmes du monde. Hein. Il participe normalement à la paix et à la sécurité internationale, d'après la Charte des Nations Unies. Donc pourquoi le juger lui pour cela ? Ensuite, parce que le droit international repose aussi beaucoup sur les précédents. C'est à l'anglo-saxonne. Et donc, si on ne juge pas Vladimir Poutine, c'est tout le droit qui est en train d'être mis en place qui risque d'être en péril. Il risque d'être en péril parce que la Russie, d'abord, et la Russie de Vladimir Poutine ensuite, a tout fait pour construire ce droit que l'on va, j'espère, j'avais une réunion encore ce matin à ce sujet avec l'Ukraine, que l'on va juger Vladimir Poutine. C'est grâce à un droit qui a été construit notamment grâce à la Russie. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont compté. Il y a une femme et 3 hommes qui ont beaucoup compté dans la mise en place du droit tel qu'on veut l'appliquer à Vladimir Poutine. Une femme et 3 hommes russes. Alors la femme, c'est Catherine II de Russie. Catherine II de Russie a tout fait pour humaniser le droit. Alors c'était une despote, éclairée. Éclairée certes, mais despote aussi. Simplement, Catherine de Russie a écrit sur le droit pénal. Elle s'est beaucoup inspirée de Beccaria, des délits et des peines. Et elle a notamment banni la peine de mort comme châtiment en Russie et sous son règne, comme celui de sa prédécesseuse, je crois prédécesseuse ou prédécesseur, je sais pas. Il n'y a pas eu de peine de mort, une seule, mais elle était considérée comme contraire au droit. Il y a eu une seule peine de mort sous son règne. Elle a aussi condamné la torture
au nom des principes humanistes. Et donc, elle a beaucoup écrit sur l'humanisation du droit, sur la nécessité de l'humaniser, et ça a beaucoup inspiré l'un de ses successeurs, donc l'un des hommes qui a compté aussi, qui est l'empereur Nicolas, celui qui a fini fusillé. Et cet empereur-là est celui qui a convoqué la conférence de Paris, je ne sais pas si ça vous parle, au XIXe siècle, cette conférence au cours de laquelle son envoyé, qui s'appelait de Mertens, Frédéric de Mertens, comme son nom ne l'indique pas, était russe. Et Frédéric de Mertens a prononcé un discours qui a semblé si juste aux autres participants, donc c'était les envoyés du monde entier, il y avait même des envoyés de l'empereur de Chine. L'idée, c'était humanisons la guerre. Essayons de l'humaniser. Et ça, c'était sur initiative russe, en collaboration avec le pape. Et donc, l'envoyé de Nicolas II a prononcé un discours dans lequel il a expliqué qu'il fallait protéger les civils, les combattants aussi, pendant les guerres, et qu'il fallait donc que la guerre ait des règles qu'il fallait respecter et que ceux qui enfreindraient ces règles devaient être jugés. Donc, Frédéric de Mertens, ce discours a semblé si juste qu'il a été intégré au traité final de la conférence. C'est la célèbre, je ne sais pas si vous connaissez, clause de Mertens, qui est à la base du droit international humanitaire. Elle est russe, cette clause, vraiment. Autre homme important, toujours un russe, c'est Trenin. Je ne sais pas si ça vous parle. Trenin, c'est l'envoyé de la Russie, alors soviétique, à Nuremberg. Et Trenin s'est battu pour que les anciens dignitaires nazis puissent être jugés, alors bien sûr, pour crimes contre l'humanité, pour crimes de génocide. Alors ça, c'était plus discuté à l'époque. Je reviendrai peut-être sur le génocide. En tout cas, pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre, mais aussi pour crimes d'agression. Parce que Trenin considérait que c'était ça le crime des crimes. C'était le crime d'agression, le fait de provoquer une guerre illégale contre un autre pays. Pour lui, et moi j'appelle ça le crime matriciel, mais je rejoins son idée, pour lui, sans le crime d'agression, le crime initial, sans l'invasion, vous n'avez pas ce qui est commis derrière. Les crimes, la torture, le viol, les meurtres, les assassinats, voire les exterminations de masse. Tout cela, parce que lui, il pensait, c'était un juriste juif, comme l'étaient ceux qui ont théorisé les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Ça n'est pas un hasard. C'était des personnes dont les familles avaient été exterminées dans les camps. Et donc, il savait très bien ce que c'était qu'un crime international. Et donc, disait-il, les autres crimes internationaux n'auraient pas été commis s'il n'y avait pas eu l'agression d'abord, le déclenchement de la guerre illégale. Et donc, il s'est battu pour que les dignitaires nazis puissent être jugés également pour ce qu'il appelait le crime contre la paix et qu'on appelle aujourd'hui le crime d'agression. Et c'est ce crime d'agression que, avec d'autres, nous battons pour pouvoir reprocher à Vladimir Poutine. Donc, Trenin est encore un Russe qui a construit le droit que l'on veut appliquer à Vladimir Poutine. Mais il me reste un dernier homme, je ne sais pas si vous avez suivi, Catherine II, Nicolas II et son envoyé, Trenin. Il reste un dernier homme qui a beaucoup compté pour le droit que l'on veut appliquer aujourd'hui à Vladimir Poutine. Je vous le donne dans le mille, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a énormément œuvré pour le droit que l'on veut lui appliquer. En fait, Vladimir Poutine a toujours voté pour la création de juridictions pénales spéciales, de juridictions pénales ad hoc internationales, y compris lorsqu'elles pouvaient juger un chef d'État étranger. Grâce à lui, ont été jugés, je vous fais les continents, Milosevic, sur le continent européen, c'est pas dans l'ordre, Hissène Habré, sur le continent africain, par une juridiction qu'on appelle les chambres extraordinaires africaines, au Sénégal. Grâce à lui aussi, ont été jugés les anciens chefs Khmer rouges, et notamment l'ancien chef d'État Khmer a été jugé aussi grâce à Vladimir Poutine. La Russie de Vladimir Poutine, ce ne sont que des exemples sur la vingtaine de chefs d'État jugés par des juridictions pénales internationales, mais ce qu'on peut dire, pour résumer, sans prendre d'exemple, à cette fois-ci, pour les prendre dans leur ensemble, c'est que la Russie de Vladimir Poutine a toujours voté oui, que ce soit en tant que membre de l'Assemblée générale ou en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, à la création de juridictions ad hoc, y compris lorsqu'elles pouvaient juger des chefs d'État. Donc lui-même a créé le précédent qui permet aujourd'hui de le juger. Et le problème, c'est que si on ne le juge pas, lui, le représentant de cet État qui a tant donné pour créer ce droit, et lui, qui lui-même a aidé à ce que ce droit soit construit, eh bien, il sera difficile de juger ceux qui s'y opposent. Parce que la plupart des chefs d'État s'y opposent à ce droit international. Ils ont peur d'être jugés. Je pense notamment aux États-Unis,
Les États-Unis, clairement, s'opposent à ce droit-là. Donc, comment leur appliquer à eux qui ont toujours été cohérents depuis Nuremberg? Alors, Nuremberg, ils étaient dedans, hein, mais après, ils se sont toujours opposés. Comment les juger, eux, alors qu'on ne peut pas juger ceux qui sont pour? Vous comprenez? Pour créer le précédent, il faut quand même s'attaquer à ceux qui étaient favorables. Et puis, il y a autre chose sur la Russie de Vladimir Poutine, c'est que, alors peut-être vous souvenez-vous, justement, je parlais des États-Unis, que lors de la guerre en Irak, j'en ai parlé aussi aux étudiants, je pense, mais lors de la guerre en Irak en 2003, on se souvient tous, parce qu'on est français, du discours de Dominique de Villepin, qui a condamné la guerre en Irak au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui a émis des doutes sur les preuves qu'avançaient les Américains pour attaquer illégalement l'Irak. Et c'est vrai que c'était un discours tellement fort que Dominique de Villepin, l'envoyé spécial du président de la République française, ministre des Affaires étrangères, a été applaudi, ce qui ne se fait pas du tout au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le même jour, il y avait aussi le représentant de Vladimir Poutine qui s'est exprimé. Vladimir Poutine était lui aussi représenté par le vice-ministre des Affaires étrangères russe. Et il a, c'est mon opinion, vous écouterez les enregistrements, je pense qu'il a été encore plus applaudi que Dominique de Villepin, parce qu'il a eu un discours irréprochable du point de vue du droit sur ce qu'était une guerre d'agression, ce qu'était une guerre illégale et pourquoi il fallait refuser ce type de guerre. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce sont exactement les arguments qu'on lui oppose aujourd'hui concernant la guerre en Ukraine. Donc, juger un chef d'État pour des crimes internationaux, est-ce vraiment possible? Ça va l'être si l'on arrive à juger Vladimir Poutine. Parce que c'est lui et parce que c'est la Russie. C'est complexe, mais le droit international, encore une fois, fonctionne un petit peu à l'anglo-saxonne sur les précédents. Et donc, il faut pouvoir le juger lui. Il y a deux solutions pour cela. La première, elle est déjà... Enfin, les deux sont en marche. Hein. La première, c'est la Cour pénale internationale. Vladimir Poutine peut être jugé, comme tous les chefs d'État, par la Cour pénale internationale. Donc, la Cour pénale internationale est compétente pour les crimes, alors, je ne sais pas s'il y a un ordre, hein, crimes de guerre. Donc, les crimes de guerre, ce sont des comportements comme... je vous disais tout à l'heure, le viol, le meurtre, etc. Il y a toute une liste, mais ça peut être aussi la destruction d'un barrage. Ça peut être des crimes contre l'environnement aussi. Ça peut être des crimes contre des combattants. Bon, les crimes de guerre, donc c'est un certain nombre d'actes de violation des conventions de Genève notamment, qui sont commis dans le cadre d'un conflit et en lien avec ce conflit. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est commis dans le cadre d'une guerre que c'est un crime de guerre. Il faut que ça ait un lien avec cette guerre, notamment, je ne sais pas si quelqu'un tue son voisin pendant la guerre, si ça n'a pas de lien avec la guerre, ça n'est pas un crime de guerre. J'espère que vous me comprenez. Voilà, donc un crime de guerre. Ça peut être également un crime contre l'humanité. Donc un crime contre l'humanité, donc c'est Raphaël Lemkin, l'un des juristes juifs dont je vous parlais, qui avait perdu sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale dans la Shoah. Eh bien, ce juriste-là a construit ce concept de crime contre l'humanité comme un crime, là encore, série de comportements dont je vous ai parlé, qui sont commis donc dans le cadre d'une politique systématique. Une politique systématique, donc ça veut dire définie au plus haut niveau. C'est aussi un crime de haut dirigeant. Ce crime contre l'humanité, parce qu'il faut aussi avoir quand même un appareil d'État pour mettre en place ces crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes contre, comme leur nom l'indique, qui ne sont inhumains, c'est-à-dire que l'on considère l'autre comme un objet ou comme un animal, même si un animal doit aussi être protégé, mais en tout cas pas comme un être humain. Donc ça, c'est le crime contre l'humanité. Je vous ai dit quelques éléments un petit peu rapidement juridiques, mais aussi moraux. Et il y a aussi le crime de génocide, plus contesté. Alors c'est Raphaël Lemkin, là, cette fois-ci, qui l'a théorisé, un juriste juif polonais. Et lui, Raphaël Lemkin, a vu ce crime-là davantage contesté parce que c'est un crime qui nie un peu l'identité. C'est un crime de groupe. C'est génocide, tuer un peuple. Et donc, l'objectif, c'est de faire disparaître de la surface de la Terre un peuple. Donc, Lemkin raconte dans ses mémoires que il a pensé à ce crime parce que sa mère, quand il était petit, lui lisait Quo Vadis, et notamment tous ces passages où les chrétiens étaient jetés au lion. Et lui raconte que quand il était petit, il a demandé à sa mère, mais maman,
pourquoi est-ce que les Romains ne faisaient pas, pourquoi est-ce que les chrétiens ne faisaient pas appel à la police? Et donc sa mère avait ri en disant mais crois-tu que la police pouvait faire à cette époque? Et lui s'est dit il faudrait qu'il y ait une sorte de police qui puisse protéger les minorités lorsqu'elles sont attaquées en tant que groupe et qu'on puisse donc avoir une espèce de police du monde, si vous voulez, quand on essaye de s'en prendre à une minorité. Ce qui lui était reproché à Nuremberg et qui lui est reproché par beaucoup de juristes, je pense en particulier à Philippe Sands actuellement, lui aussi, juif ayant perdu des personnes dans les camps de concentration. J'insiste aussi parce que c'est fondateur dans la création des crimes internationaux, le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui reproche à ce crime, c'est d'être un crime qui nie l'identité. C'est-à-dire qu'on prend la personne comme un élément d'un groupe ethnique, racial ou national d'origine. Et donc, c'est vrai que c'est souvent reproché. C'est un crime qui est à la fois très aimé politiquement, c'est-à-dire que il y a une volonté à chaque fois de faire reconnaître les crimes comme de génocide, et en même temps, qui est mal aimé des juristes qui le craignent parce c'est vrai que ça fond les justices un peu pas les justices, mais les victimes sont fondues dans la masse, voilà, du groupe. Donc, je vous livre vous en penserez ce que vous voulez, mais je vous livre les débats actuels sur le génocide. Donc, la CPI, la Cour pénale internationale, est compétente pour juger crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, et depuis 2018, le crime d'agression, ce crime russe dont je vous parlais, ce crime de Trenin, simplement, c'est uniquement pour les États qui ont ratifié le statut et qui ont ratifié le fait que le crime d'agression était désormais dans le statut, c'est-à-dire les amendements à ce statut. Donc la Russie n'étant ni signataire, ni n'ayant pas ratifié non plus ni la CPI, ni le statut de la CPI, ni ses amendements, on ne peut pas appliquer, la CPI ne peut pas juger Poutine pour crime d'agression. En revanche, elle peut le juger pour les 3 autres crimes. Parce que si l'Ukraine n'a pas signé ni ratifié non plus le statut de la CPI, elle a fait une déclaration, comme le lui permet le statut de la CPI, elle a fait une déclaration pour accepter la compétence de la Cour pour tous les événements depuis 2013, depuis Maïdan, si vous voulez, depuis la première invasion de la Crimée. Et donc, il est possible de juger tous les faits commis sur le territoire ukrainien, que ce soit par des Russes ou pas, sur le territoire ukrainien, et donc il est possible de juger jusqu'au plus haut responsable. Un mandat d'arrêt a été émis contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale en mars dernier et contre sa haut-commissaire aux droits de l'enfant pour crimes de guerre dans l'affaire de la déportation des enfants ukrainiens vers la Russie. Cela en annonce certainement d'autres, des mandats d'arrêt, et en particulier des charges supplémentaires devraient être reprochées à Vladimir Poutine prochainement par le procureur. Donc il est déjà accusé et il fait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt devant la Cour pénale internationale. Donc il est possible évidemment de juger des chefs d'État. La Cour pénale internationale a déjà jugé des chefs d'État. Ce qu'on lui reproche, c'est de n'avoir jugé que des chefs d'État africains jusqu'à présent. Mais pour parler beaucoup avec des juristes africains, ce qu'eux vous disent, c'est un peu différent de ce que disent leurs dirigeants. Ce qu'ils disent, c'est si ce sont des Africains, c'est parce que nous, on s'en est saisis. C'est parce que nous, on a saisi la CPI, parce qu'on voyait que ce n'était pas possible de faire juger dans nos pays nos anciens dirigeants, alors on a saisi la Cour pénale. Donc en fait, les juristes africains et certains dirigeants ont été exceptionnels et très courageux, parce qu'ils ont saisi la Cour pénale, contrairement aux Européens, aux Asiatiques ou aux Américains. Donc c'est aussi pour ça que seuls des Africains ont été jugés. Mais ça donne une mauvaise impression quand même, que ce soit que les chefs d'État africains qui soient jugés et pas les chefs d'État occidentaux notamment. Donc c'est vrai que c'est encore plus important de pouvoir juger Vladimir Poutine devant la CPI. Et le problème, c'est que la CPI ne se prononcera qu'à la fin de la guerre. Quand les crimes auront été terminés, je ne sais pas le bon mot, mais c'est juste pour que vous compreniez, quand le crime aura été achevé. Le problème, c'est que Vladimir Poutine a 71 ans et c'est une question qui se pose pour tous les chefs d'État. Je vous parlais tout à l'heure de Milosevic, il est mort en prison. Alors, il y a des rumeurs qu'il serait mort, etc. Mais il y a eu plusieurs autopsies, plusieurs rapports internationaux. Il est mort, non pas de sa belle mort, parce que c'est pas une très belle mort dans sa cellule à La Haye, mais pareil pour Pinochet. Il était âgé lorsqu'il a été mis en cause. Et d'ailleurs, Pinochet a pu bénéficier, grâce à son âge, de la possibilité de ne pas être jugé. Donc, c'est un problème qui se pose pour les chefs d'État. Ils sont souvent trop âgés pour être jugés. Et pour la CPI, ça risque d'être trop tard pour Vladimir Poutine. Donc, ce qui est en train d'être fait,
c'est d'être une juridiction pénale spéciale, comme aimait bien la Russie de Vladimir Poutine, est en train d'être mise en place. Elle est en train d'être mise en place par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et 40 États du monde entier. Il manque vraiment l'Afrique, du monde entier. Il manque l'Afrique. L'Amérique latine est en train de se mobiliser, mais il manque l'Afrique et l'Asie. Ça n'est pas du tout exceptionnel. Parce qu'en fait, quand je vous ai parlé d'Hissène Habré, il a été jugé par les Africains, par l'Union africaine. Je vous ai parlé des Khmers rouges, ils ont été jugés plutôt par les Asiatiques. C'est assez classique, parce que c'est souvent le continent qui se mobilise, en premier lieu, lorsque des crimes internationaux sont commis sur le territoire. Ça n'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'on assiste à une évolution, parce que la justice était vraiment internationale, était une justice des vainqueurs. Grâce à la CPI, grâce aux nouvelles juridictions ad hoc, même le vaincu, même le plus faible des pays, parce que l'Ukraine va peut-être perdre la guerre, eh bien, si c'est le cas, ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine ne sera pas poursuivi devant la Cour pénale internationale ou devant une juridiction pénale ad hoc. Ça, c'est vraiment un changement. Un petit pays peut espérer voir le chef d'État du grand pays jugé. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Et alors, il devrait être jugé pour crime d'agression. Donc ce sera plus rapide parce que le crime a été commis le 24 février 2022. C'est la seconde agression. Il y a aussi celui de Crimée, l'agression de Crimée qui lui a été reprochée, la première agression. Et donc les preuves, il y a le centre des poursuites qui a ouvert en juillet dernier. Donc le procureur est déjà, en fait c'est une alliance entre plusieurs procureurs, mais qui est déjà là. Le ministère public, si vous voulez, si on veut parler français, est déjà mis en place. Il manque le tribunal. Donc actuellement, le principe du tribunal est acté, y compris par les Américains. Simplement, ce qu'il manque, c'est, justement, on en revient à la problématique, les Américains font tout pour éviter que ce qu'on appelle la troïka, c'est-à-dire le chef d'État russe, son Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères soient jugés. Ils font tout pour que les immunités puissent être reconnues par cette juridiction pénale spéciale. C'est-à-dire que ce serait un peu de la poudre aux yeux. Il y aurait effectivement un jugement pour crime d'agression des subordonnés et pas de ceux qui l'ont véritablement peut-être ordonné, en tout cas ceux à qui on le reproche. Donc tout est fait et c'est pour ça que les négociations traînent. Il y a eu encore une évolution ce matin et j'espère qu'on va arriver à une solution. La solution sûrement qui va être trouvée, c'est que la juridiction va avoir un statut qui ne précisera rien sur les immunités. Normalement, les statuts des juridictions ad hoc prévoient que la qualité officielle de l'accusé ne fait pas obstacle aux poursuites. Là, logiquement, il ne devrait rien avoir et ce seront les juges qui devraient logiquement dire que les immunités ne s'appliquent pas conformément au droit international. C'est prendre un risque que les juges reconnaissent l'inverse, ils sont indépendants, mais c'est la solution de compromis qui est en train d'être dessinée. Il y a une dernière question qui se pose, d'ailleurs il y avait un événement aujourd'hui sur le sujet, c'est est-ce qu'on peut juger par contumace Vladimir Poutine? Donc je fais partie des gens qui s'y opposent. Je pense que le procès doit avoir lieu en présence. Et là, généralement, on me dit mais ce n'est pas possible. Eh bien, c'est ce qu'on a dit pour tous les chefs d'État. Une semaine avant qu'il soit jugé, on était toujours en train de dire c'est impossible, il ne sera jamais arrêté, il est trop puissant, etc. C'est possible. Il y a 3 solutions pour arrêter Vladimir Poutine ou un chef d'État en exercice. La première solution, c'est pas pour Vladimir Poutine, c'est plutôt pour les autres. La première solution, c'est qu'on aille le chercher. Donc ça, c'est pas pour Vladimir Poutine. Le premier cas, pour aller arrêter un chef d'État, c'est que des étrangers ou surtout des puissances étrangères ou une organisation internationale aillent l'arrêter sur place. Je l'exclus pour la Russie, sauf s'il y a une attaque d'un pays de l'OTAN ou autre, ou nucléaire. Je l'exclus pour la Russie, mais c'est possible. La deuxième possibilité, là, ce qui est plus possible pour la Russie, c'est qu'il soit arrêté par la police de son propre pays. Alors, ça peut vous sembler impossible, c'est ce qu'on a dit aussi pour Milosevic une semaine avant, mais il suffit qu'il y ait une transition. Alors, je ne vous parle pas forcément de transition démocratique en Russie. Le nouveau chef d'État peut être pire que Vladimir Poutine. Mais je ne sais pas si vous imaginez la situation de Vladimir Poutine. Il a un mandat d'arrêt contre lui. Donc, tous ses ennemis politiques de l'intérieur savent qu'il a ce mandat d'arrêt. Donc le jour où quelqu'un sera assez puissant, ou en particulier l'appareil d'État, là pour le coup les services secrets décideront de changer de chef d'État, il suffira de remettre Vladimir Poutine au tribunal, soit à la CPI, soit à la juridiction ad hoc, pour donner ce sera un peu un gage de bonne volonté pour les Occidentaux en particulier. Et donc,
ça permet de s'en débarrasser à bon compte. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le successeur serait mieux que Vladimir Poutine, hein, je crois que vous m'avez bien comprise, mais simplement, ça lui permettra de donner un gage et d'avoir un peu de temps, de gagner un peu de temps en remettant et de se débarrasser de son adversaire sans problème. Voilà, donc ça, c'est la deuxième solution. Et je vous dirais juste que pour Nuremberg, c'est quand même ce qui s'est passé, sans vous donner trop de détails sur la Russie. Ce qui s'est passé pour Nuremberg, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été annoncé qu'il y aurait un procès des anciens dignitaires nazis, ils se sont mis à se trahir entre eux. Je ne vous explique pas pour la Russie, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux vous dire. Ils se sont mis à tous se trahir entre eux. Ils se sont mis à écrire aux responsables du tribunal, aux procureurs américains notamment, pour échanger leur immunité, si vous voulez, contre l'endroit où se trouvaient leurs camarades ou la remise de leurs camarades. Donc, voilà, ça peut très bien se passer pour la Russie et je suis bien placée pour le savoir. Et enfin, troisième possibilité, c'est aussi très probable, c'est qu'ils commettent une erreur que commettent les chefs d'État fréquemment, c'est de se rendre sur un autre pays. Il y a 140 pays qui lui sont interdits, même presque 150 avec les accords bilatéraux. 150 pays sur 194 dans le monde dans lesquels il ne peut pas aller parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Alors, il y a des chefs d'État qui lui promettent de ne pas le mettre en cause. Je pense au Brésil, l'Afrique du Sud, qui lui disent « Mais tu peux venir, Vladimir, sans problème. Nous ne te mettrons pas en cause. Tu n'as rien à craindre. » Sauf qu'il y a des juges dans ces États. Il y a des juges indépendants. Et c'est l'erreur la plus fréquente, en fait, que commettent les chefs d'État. Ils se rendent dans un pays dans lequel ils pensent être protégés, puisqu'on leur a promis politiquement, mais juridiquement, ils ne le sont pas. Et ça peut vraiment arriver. C'est ce qui est arrivé à Hissène Habré, dont je parlais tout à l'heure. Le Sénégal lui a dit « Sans problème, tu seras protégé chez nous, aucun problème », sauf qu'il a été arrêté et il a été finalement jugé. Voilà. Donc attention, ça peut arriver, il peut être jugé. Mais certains préfèrent un procès par contumace. Alors pour conclure, juste une chose. Juger un chef d'État pour des crimes internationaux, est-ce vraiment possible ? Alors oui, c'est possible, mais pour tout vous dire, parce que je suis professeur de droit, mais quand même, la vérité, c'est possible que parce qu'il y a ce que j'appelle dans mon livre les tireurs embusqués. En fait, vous connaissez tous le principe des baïonnettes intelligentes, ceux qui refusent un ordre parce qu'il est manifestement illégal. C'est une obligation pour les militaires de la plupart des pays. Et c'est une obligation de droit international. Mais moi, j'ai inventé un autre principe, c'est le tireur embusqué. Le tireur embusqué, c'est un juriste, un citoyen, des personnes qui préparent un dossier, qui rassemblent des preuves sur un ancien dirigeant, notamment des anciens chefs d'État. Et ces personnes-là risquent leur vie. Risquent leur vie pour qu'un jour, le chef d'État puisse être mis en cause. Et quand vous avez un chef d'État qui est arrêté et qui est mis en cause, c'est parce qu'il y a un tireur ou plusieurs tireurs embusqués qui ont risqué leur vie pour monter un dossier, qui ont trouvé un juge qui risque aussi souvent sa vie pour accepter que ce dossier lui soit remis. Donc ici, parce qu'on est là, et je devrais vous dire que juger un chef d'État, c'est possible parce qu'il y a des personnes qui risquent leur vie derrière pour le faire. Et donc moi, j'ai une pensée en particulier, j'en avais déjà parlé à la Nuit du droit, mais pour une personne qui travaillait avec moi, qui s'appelait Victoria Amelina. Et Victoria Amelina, elle était poétesse. Elle lui écrivait des poèmes. Et elle a mis à l'abri son fils en Europe, quelque part. Et elle a décidé de se mobiliser pour enquêter sur les crimes de guerre commis par les Russes. Et c'est une tireur embusquée parce qu'elle a vraiment monté des dossiers en lien avec les organisations internationales. Sauf qu'un jour, Victoria a commandé une pizza dans une pizzeria et elle a un obus qui lui est tombé dessus. Elle est morte. Et on sait maintenant que ça n'était pas un hasard. Si l'obus évidemment, ça a tué des enfants et des familles en même temps. Ce n'est pas un hasard si cet obus est tombé sur cette pizzeria. Donc, juste une petite pensée pour tous les tireurs embusqués, parce que oui, juger un chef d'État pour un crime international, c'est possible, mais derrière, il y a des histoires humaines très dures, que ce soit des victimes ou ces fameux tireurs embusqués. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions si vous le souhaitez. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup.